Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare. Animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Guitare. Comment ça va, Cyril ? Ah ben ça va, et toi Sébastien, et toi Alex ? Ça va super. Merci de me recevoir. Ah ben voilà, j'ai pas eu le temps, tu m'as coupé la chic là, j'ai pas eu le temps de présenter Alex, notre invité. Je suis chaud là déjà. Donc nous recevons aujourd'hui Alex Cordo, qui est guitariste professionnel, qui est prof de guitare, qui est intervenant sur Guitar Part aussi, et il me semble que tu es directeur du conservatoire, tu peux me rappeler ? Conservatoire Directeur adjoint du conservatoire de Montélimar. Super, putain, bravo monsieur le directeur, merci. c'est bien. Donc je suis vraiment très content de recevoir Alex qui a répondu présent de suite quand on l'a invité dans le podcast. On va commencer par un truc qui est très intéressant, c'est qu'il y a peu de temps je suis tombé sur une vidéo de toi avec ton quartet, c'est Baroque Quartet, c'est ça ? The Electric Baroque Quartet. The Electric Baroque Quartet, yeah. Quartet. Yes. Alright. Donc tu peux un peu nous briefer sur ce projet, donc. Ouais, carrément. Alors The Electric Baroque Quartet, en fait, c'est un quatuor de guitare électrique. Précisément, il y a 3 guitares électriques et une basse, qui reprend des adaptations d'œuvres classiques. Donc en fait, quand je dis classique, c'est vraiment la musique classique au sens large, c'est-à-dire que ça peut être des morceaux de musique baroque, ça peut être des morceaux de musique romantique, de musique classique, et même de musique contemporaine. Donc voilà, toute la musique, on va dire, savante occidentale, quoi. Et en fait, ce quartet, il reprend ces œuvres-là en version un peu métal, quoi, en version disto, quoi. Voilà. Donc moi j'écris des adaptations, donc par exemple on joue du Handel, on joue du Moussorgsky, on joue du Holst, on joue du Beethoven, et puis le répertoire en fait il est en train de s'étoffer petit à petit. Et voilà quoi, l'idée c'est de donner un peu un autre regard sur la musique classique, quoi. Donc ce projet, en fait, donc là il y a une tournée qui arrive. Peut-être que je te coupe un peu l'herbe sous le pied, Seb, parce que tu allais peut-être m'en parler. Non. Pour dire que c'est une tournée de concert-conférence, en fait, où en même temps qu'on joue ces œuvres, on explique aussi à la fois les œuvres, mais aussi notre démarche et comment on fait pour adapter des pièces musicales qui ne sont pas franchement prévues pour la guitare électrique à la guitare électrique. Tu as déjà essayé de faire un crescendo avec une guitare électrique, toi ? Ouais. Eh ben... Effectivement. C'est pas simple. Et donc, le concept est vachement intéressant. Donc, d'ailleurs, je vous invite... moi, je suis tombé sur une vidéo de la répète, donc c'était vraiment cool. Alors, il y a plusieurs questions qui me viennent un peu à l'idée. J'imagine que ça doit pas être évident d'adapter le truc, parce que peut-être à cause des tessitures, peut-être parce que des fois, c'est pas le même instrument. Est-ce que des fois, tu es obligé de transposer ? Est-ce que tu es obligé de... où tu choisis les morceaux pour que ça corresponde à la tessiture de la guitare, etc. Non, pas du tout. Alors en fait, peut-être que pour comprendre, il faut revenir un peu à la genèse du projet. Ouais. Parce que les questions que tu me poses, en fait, je me les pose pas vraiment, quoi. J'ai arrangé, adapté des choses de manière assez naturelle. En fait, ce projet, il est né à la fin des années 2000. J'ai commencé à enregistrer tout seul dans ma chambre un morceau, c'était Moussorgsky à l'époque, donc un morceau classique. J'ai commencé à enregistrer le début parce que je me disais, ouais, ça doit bien sonner en version métal, quoi. Donc tu vois, j'ai fait les premières mesures pour m'amuser comme ça, en repiquant à la feuille, en fait, hein. Tu vois, j'avais la version audio et puis j'ai commencé à faire mon arrangement comme ça, en prenant les parties qui me semblaient les plus importantes, quoi, les plus essentielles, quoi. Et puis en fait, j'ai fait quelques mesures. Et puis je trouvais que ça sonnait bien, donc du coup j'ai poursuivi, j'ai continué un petit peu jusqu'à ce que je fasse tout le morceau, en fait. Et puis là je me suis dit putain, mais en fait ça déchire. Et du coup j'ai fait d'autres morceaux et j'ai même fait un album, en fait, avec. D'accord. C'est un album qui s'appelle Classics,
où, attention, pas classé X, hein, classe X, où en fait il n'y a que des adaptations d'œuvres classiques à la gratte électrique. Il n'y a que des grattes en fait, il n'y a pas de batterie, de synthé, tout ça, quoi, que gratte et basse. Et en fait, le quartet, c'est une déclinaison de ce projet-là pour jouer sur scène, quoi, pour jouer live, quoi. Ouais. Et si tu veux, l'arrangement, quoi, je me suis pas vraiment posé la question, quoi, parce qu'à la base, le premier jet de morceaux que j'ai adapté, quoi, je l'ai fait à la feuille, en fait. J'ai relevé les morceaux direct, sans me poser la question de la tessiture des instruments, de la partition, tout ça, quoi. Et voilà, quoi. Donc ça a été la première manière de faire. Après, j'ai fait d'autres œuvres où je suis parti de la partition aussi. Donc là, effectivement, ça nécessite un petit peu de manipulation et puis un vrai travail d'arrangement, en fait, hein, pour pouvoir faire en sorte que à la fois tu puisses le jouer à la gratte et puis que ça sonne aussi à la gratte, quoi, parce que ça, c'est aussi une paire de manches. C'est clair. D'ailleurs, moi, il y a une question qui me vient par rapport à ce que tu viens de dire. C'est est-ce que tu essayes de rester le plus proche de la partition d'origine ou est-ce que tu t'autorises vraiment des fois de t'éloigner un petit peu? Alors, ça reste assez proche de la partition d'origine globalement, mais surtout l'idée, le concept du projet là, c'est quand même d'essayer de rester fidèle à l'esprit de l'œuvre originale, quoi, si tu veux, et à ce qu'a voulu dire le compositeur. Donc ça ne veut pas dire que je m'interdis des fois de sortir un petit peu du texte musical tel qu'il est écrit, pour des questions justement d'arrangement et puis pour que ça sonne en fait, hein. Mais par contre, j'essaie de rester fidèle à cette idée-là, à l'idée de base, quoi. Alors c'est clair que c'est assez subjectif, hein, mais enfin voilà, quoi. C'est ma vision des choses, c'est ma vision du travail du compositeur en essayant à mon sens, pas trop l'altérer, quoi, si tu veux. Ouais, je comprends. Ouais, c'est bien. C'est vachement intéressant en tout cas, la démarche et tout. Ouais, moi, ça me parle beaucoup comme projet parce que c'est vrai que quand j'ai débuté la guitare électrique, j'étais très intéressé par le fait de jouer des œuvres classiques. J'ai beaucoup travaillé du Bach, Vivaldi, etc., beaucoup des morceaux baroques. Et j'avais fait un peu le type de démarche que tu avais fait justement à faire à une guitare, reprendre un morceau avec que des guitares comme ça. Ouais. Et c'est marrant parce que hier, on a enregistré un podcast avec Seb où on a terminé en parlant un peu de morceaux classiques. On a parlé de Paganini, etc. Puis j'étais en train de dire que j'étais en train de retomber un peu dans une phase où je m'intéresse au fait de peut-être jouer à la guitare électrique, des trucs un peu baroques ou romantiques, etc. Et du coup, quand j'ai regardé un peu ce que tu faisais, ça m'a tout de suite bien plu. Vraiment, ça a tout de suite résonné avec ce que j'ai envie à nouveau de faire là et ce que j'ai fait par le passé. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est que je trouve qu'au niveau du choix des œuvres, c'est pas forcément un choix d'œuvres genre toujours les plus populaires ou un peu les best-of du classique. Par exemple, j'avais bien aimé la reprise de Mars de Holst. Parce que c'est une où à la limite, quand tu es guitariste, c'est peut-être pas du tout vers ce type d'œuvre que tu vas naturellement aller chercher, alors que c'est un morceau qui est absolument fantastique. Et je trouve que c'était très intéressant. Ça m'a aussi fait penser, je sais pas si tu connais, au morceau électrique Counterpoint de Steve Reich, avec des guitares électriques. Je crois que Johnny Greenwood d'ailleurs l'avait repris, on avait fait une version, une cover, si je dis pas de bêtises. Donc là, pour les auditeurs, Steve Reich, c'est plutôt la musique contemporaine, musique minimaliste. Et donc, je trouvais un petit peu ce lien avec ce que tu faisais. Ça m'a donc évoqué pas mal de choses. Et je trouve que ça m'a évoqué aussi un autre aspect qui est l'album de Patrick Ronda qu'il a fait avec... alors, je ne sais plus le nom du pianiste. C'est un pianiste du Conservatoire de Paris. Je ne sais plus son nom. Mais ce qui me plaît en fait dans cette approche-là, c'est qu'il y a un peu une sorte de sortie du contexte de la guitare électrique, parce que la guitare électrique, elle est tout de suite rattachée au côté rock, au côté grosse disto, au côté spectaculaire, etc. Et là, je trouve qu'il y a un aspect un peu plus intimiste et un peu plus de l'idée où on prend la guitare électrique et on essaie de la décontextualiser de son univers rock pour montrer qu'on peut faire d'autres trucs avec et que c'est pas juste un instrument rock pour jouer des power chords ou des choses comme ça. Tu parles de Amphibia, l'album ? Non, c'est pas Amphibia, c'est Rap of the Earth.
Non, c'est un où il a repris que des morceaux classiques avec un pianiste Ça doit être son avant-dernier album. J'ai Ah. plus le nom en tête, mais il a repris du Beethoven, il a repris, je sais plus quel morceau il a refait. Parce que quand il Euh, avait, je me souviens quand on devait avoir quoi, 12-13 ans peut-être quand il a sorti ouais. Amphibia. Il a quand même Ah, mais changé. c'est bien plus tard que ça. Il a. Ah ouais, Amphibia? Ouais. Non. Je veux dire, Ah l'album oui, dont je oui. parle, il est sorti bien plus tard Non, que mais ça. Mais ouais, quand Amphibia. il a repris Vivaldi, Oui, c'était une il belle a claque, changé le ça. game, quoi. Ouais, Clairement, c'est clair. il a tapé fort. Et rien que dans Rap of the Earth, j'avais la cassette. Ouais. Rien que tu sens que le gars, enfin, voilà, il y a déjà, ouais, c'est déjà présent aussi ce type-là. Et notamment, il avait l'œuvre, enfin, je sais pas si c'est une reprise, je me souviens plus, mais il y a un morceau guitare acoustique qui fait dans Rap of the Earth, qui est, enfin, c'est du classique, quoi. Hein. Je pense que c'est une Hum. compo, hein, mais enfin Ouais, bon. j'ai plus le morceau en tête, je saurais pas te dire. Enfin, en tout cas, Mais, moi aussi, je trouve que c'est vachement intéressant de, ouais. euh, comme tu dis, de décontextualiser en fait la guitare, le fait, voilà, comme tu dis, souvent c'est apparenté au rock et machin, etc. Et le fait de faire du classique, de se servir des contrepoints, etc. aussi, enfin, c'est vachement Hum. intéressant, quoi. Voilà. Ouais. Oui, parce que tu as une exigence qui est complètement différente dans ta façon de jouer la guitare électrique. Comme tu disais, Alex, la contrainte de pouvoir faire des crescendo et aussi le fait de jouer sur la dynamique, parce que c'est vrai que dans le rock, on a peut-être moins ces contraintes de jouer sur des grands niveaux de nuances, alors qu'en classique, c'est un peu la base, quoi. Tu as des moments où tu dois faire des sons vraiment piano, d'autres moments tu dois faire des sons très forts, fortissimo, etc. Et du coup, il faut arriver à retranscrire ça avec la guitare électrique. Donc du coup, ça doit te mettre aussi dans des situations en tant que guitariste, on a peut-être moins auxquelles on a moins l'habitude de se confronter. Du coup, c'est vachement intéressant parce que après, ça doit rejaillir. Je pense que tu as peut-être forcément eu quelque chose qui a rejailli dans ton jeu quand tu rebascules dans un contexte plus rock, hard rock, metal ou autre, ou peu importe, mais plus traditionnel, la guitare électrique. Je pense forcément que tu as eu un bénéfice là-dessus de ce travail, non? Mais carrément, en fait, c'est bourré de subtilités, notamment en ce qui concerne le phrasé. Ouais. Et on va rarement dans ce niveau de détail, en fait, dans les solos rock, en fait. Hum. Pour avoir joué ce répertoire-là avec pas mal de monde, parce que j'ai testé pas mal de guitaristes, en fait, quand tu regardes les partoches ou que tu écoutes la partition au premier abord, la plupart des mecs, ils se disent ouais, il n'y a pas de grosses difficultés techniques, tu vois, il n'y a pas de gros shred, du sweeping, Ouais. du picking dans tous les sens, quoi. Et en fait, quand tu es confronté à la partoche, mais il y a un monde avec ce qu'on a l'habitude de jouer, quoi, parce qu'il y a des trucs, c'est hyper fin, quoi, voilà, quoi, des petites inflexions, des mini soufflets, des petits crescendo, des notes qui sont pointées, très Hum. courtes, voilà, des vibratos ou pas de vibrato, tout ça, ça doit être maîtrisé, quoi, et c'est un travail qui est hyper fin, quoi. Ouais, et puis même le rapport avec les autres musiciens, notamment si tu joues de la musique baroque, tu as tout l'aspect contrepoint avec toutes les voix qui sont imbriquées les unes avec les autres. Et Ouais, du ouais, coup, quand toi tu joues ta ligne à la guitare, t'écoutes l'autre guitariste qui fait une ligne qui la complémente, le bassiste aussi, etc. Ça, c'est vachement intéressant ouais, aussi. ouais, vaut mieux, hein. Ouais. Écoutez les autres. Mais ouais, c'est un vrai travail. En fait, c'est un travail qui s'apparente au travail que font les quatuors à cordes Oui. classiques, hein, Tout à qui fait. est les quatuors à cordes de très haut niveau, là, qui font des concours internationaux, les concertistes internationaux. Les mecs, ils bossent sans relâche, quoi. C'est 20 heures de Ouais. répète par semaine. Hmm. En permanence, quoi, si tu veux, quoi. Et alors que c'est des mecs qui jouent déjà Monstrueux. comme des fous. Ah ouais, Ouais, c'est ouais. monstrueux. Tu vois, D'ailleurs, et en ça s'entend vachement quand t'improvises, parce que t'as un jeu vachement lyrique, quoi, quand t'improvises. Tu sais, moi je me considère presque comme un musicien classique, quoi. Je pense que je joue de la guitare comme j'aurais aimé jouer du violon, en fait. Ouais. Oui, tout à fait. Très clairement, c'est ça, quoi. D'ailleurs, petite parenthèse, j'adore ton vibrato, bon, qui vient, j'imagine qu'il vient de Steve Vai, hein, donc je pense qu'on a tous un peu les mêmes héros, on va dire. Mais, Pas du euh, tout. mais t'es pas du tout Steve Vai? Ouais, si, j'adore Steve Vai, mais en fait, tu parles du vibrato circulaire, là. Ouais, un peu, ouais, ouais, C'est ça? ouais, ouais. En fait, moi je savais pas que je faisais un vibrato circulaire avant qu'on me le fasse remarquer, quoi, si tu veux. D'accord, ok. Ouais, ça t'est venu naturellement, en fait. Bah ouais, enfin, naturellement, je, plutôt en cherchant.
Ouais. en sachant quelque chose que je voulais obtenir, quoi, si tu veux. Et du coup, j'ai développé ce mouvement-là parce que ça me permet d'avoir de l'amplitude, quoi. Mais même dans ma tête, tu vois, c'est pas circulaire. C'est juste que je détache mon pouce de derrière le manche pour pouvoir avoir plus de force. Oui, tu mélanges. En fait, on va dire que pour les auditeurs, on va dire que le vibrato circulaire, ça serait un mix entre le vibrato horizontal façon violon, on va dire comme quand vous voyez les violonistes, et un vibrato vertical, version un peu Malmsteen, pour vulgariser un peu le truc en fait. Voilà, donc super. Alors peut-être, est-ce que tu peux nous parler des dates de concert en fait, pour que si jamais des auditeurs, vis-à-vis du confinement, ça passe du coup, enfin non, du couvre-feu. Jusqu'à maintenant, ça passe. Hier, là, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Il y a une des dates là qui est annulée parce qu'en fait le maire de la commune dans laquelle on devait jouer a décidé de mettre sa commune sous cloche, quoi. On peut pas lui reprocher. Et du coup, il y a une date qui va être, je pense qu'elle va être reportée. Mais là, du coup, je sais pas quand, quoi, parce que comme tout le monde, on n'a pas beaucoup de visibilité, quoi. Donc là, ouais, il y a une tournée là qui est essentiellement dans la Drôme, Ok. puisque moi, je suis originaire de la Drôme, c'est là que j'habite, et donc comme le projet là est en phase de création et puis qu'on démarre tout juste là avec un nouveau line-up. En fait, donc c'est plutôt localisé sur la Drôme. Donc à partir de novembre, tu veux que je te dise toutes les dates? C'est possible? Ah ouais, c'est possible. Ouais. Allez. Il y en a 300. D'accord. Donc à partir du 14 novembre, le 14 novembre Donc sera... nous sommes, malheureusement, mais les amis, si vous nous écoutez dans 3 ans, nous sommes en 2020. Je préfère que vous pointiez pas sur le lieu, au cas où. Sauf si vous avez une DeLorean. Voilà. Donc 14 novembre à Claveyson, donc c'est dans la Drôme. Le 21 à Alixan, c'est à côté de Valence. Le 27, c'est à Rochefort-Samson, et c'est cette date-là qui va sauter, en fait, qui va être reportée. Le 28, c'est à Romans-sur-Isère. Le 5 décembre, à Suse-la-Rousse, ça c'est dans le sud de la Drôme. Ça, c'est mon anniversaire. Ah, bah dis donc, je penserai à toi, alors. Ouais, tu penses à moi. Un gâteau. Ça va. Le 6 février, c'est à Bourg-les-Valences. Donc 2021. 2021, là. Je précise pour ceux qui auraient une DeLorean. Le 26 mars à Montélimar et le 3 avril c'est à Dieu-le-Fit, également dans le sud de la Drôme. Donc ça c'est une première salve de dates là, mais il va y en avoir d'autres là qui vont venir se greffer. Donc si jamais les gens veulent te suivre ou suivre le projet, où est-ce qu'on peut le trouver, etc. Où est-ce qu'on peut avoir les infos? Alors sur le Facebook de The Electric Baroque Quartet. Ok. Sur le mien aussi, Alex Cordo. D'accord, donc vous aurez tous les liens dans la description du podcast. Ouais. Donc voilà, essentiellement sur ces deux réseaux-là. D'accord. Et donc tu nous as dit qu'en fait vous faisiez une conférence, en fait, aussi. Ouais, c'est en fait là la formule qu'on propose, c'est un concert-conférence. Donc l'idée, c'est on joue des morceaux et on choisit en fait des choses qu'on veut mettre en évidence. Soit dans l'œuvre, soit dans notre manière d'approcher l'œuvre, comme par exemple comment on interprète tel passage qui normalement est fait avec les instruments d'origine, avec tel procédé pour obtenir tel effet, quoi, si tu veux. Comment on fait pour faire la même chose ou quelque chose qui s'en approche avec la guitare alors qu'on n'a pas les mêmes ressources, quoi, si tu veux. Oui, bien sûr. Voilà, tu vois, c'est même à la limite de la masterclass. Dans le sens explicatif. En fait, il y a une dimension pédagogique, quoi, si tu veux. C'est de la médiation culturelle, ce qu'on appelle de la médiation culturelle, quoi. Ouais. Et voilà, quoi. L'idée, c'est d'avoir un échange sur cette démarche qui est un petit peu à part, quoi. Et puis aussi de découvrir ou redécouvrir la musique classique d'une manière un petit peu inhabituelle, quoi. Oui. Et les musiciens avec qui tu joues, c'est des collègues à toi au conservatoire ou c'est des amis ou des musiciens que tu as rencontrés au gré de tes projets? C'est des musiciens que j'ai recrutés. D'accord. En fait, le line-up, là, il est sur
sur plusieurs départements. Donc moi, je suis dans la Drôme, à Romans-sur-Isère. Il y a Bruno Saget qui est à Grenoble. Il y a Hugo Merapti qui est sur Lyon, qui est le bassiste. Et puis le dernier guitariste qui tient la guitare 2, là, qui vient d'arriver dans le projet, c'est Valère Coignet, qui est en Bourgogne, du côté pas loin de Chalon-sur-Saône. Ok, d'accord. Bruno Saget, ça me dit quelque chose. Ouais. Et ben, tu l'as peut-être entendu dans Anasazi, qui est un groupe de Grenoble. D'accord, peut-être. Donc ça, c'est des musiciens en fait qui sont pas du tout des musiciens classiques en fait à la base. Ça aussi, moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet aussi d'avoir une approche qui est un peu qui est pas lissée par un parcours classique, quoi, si tu veux. C'est pas une conditionné. Évidence. Ouais, conditionné, ouais. C'est pas forcément une évidence. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'ils amènent aussi des éléments de leur culture à eux, quoi. Ils sont plutôt métal, globalement. Et c'est l'idée, quoi, parce qu'on est quand même aussi dans cette veine-là, tu vois, un peu à cheval entre. À la fois, on fait du classique avec les codes du classique. Ouais. À la fois, on est quand même des musiciens de rock et de métal, et on amène aussi notre culture, nos codes là-dedans, quoi. Si tu veux, l'énergie, etc. Mais tu vois, ce qui est intéressant, quand j'ai écouté ce que vous faites, je trouve que ça sonne pas kitsch. Et ça, c'est un truc que moi j'ai pu voir souvent dans des musiciens qui reprennent de la musique classique à la guitare électrique. C'est que parfois les arrangements, les choses comme ça, avec la batterie traditionnelle en 4/4, etc., ça peut donner un côté un peu kitschos, un peu à la André Rieu de la guitare, si tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que c'est pas du tout le cas chez vous. Et je trouve que vous avez trouvé un bon équilibre là-dessus parce que du coup, ça sonne, si tu veux, pour moi, je vois votre projet de manière très naturelle, comme par exemple au conservatoire, tu vas par exemple, je sais pas, t'es violoniste et puis tu vas jouer un morceau qui est à la base prévu pour, je sais pas, pour, je dis n'importe quoi, pour flûte traversière, et ça a été arrangé pour violon et tu le joues comme ils faisaient à l'époque baroque. Les mélodies étaient pas écrites forcément pour des instruments précis, elles étaient écrites pour des tessitures, et après, s'il y avait une flûte qui était dispo, c'était la flûte qui jouait la ligne, et si c'était un hautbois qui était dispo, c'est le hautbois qui la jouait, et à la limite, ils s'en fichaient un peu de l'aspect du choix des timbres. C'était plutôt, tu jouais, c'était les lignes mélodiques qui comptaient. Et je trouve que ça s'inscrit bien dans ce rapport-là, c'est qu'à la limite, que ce soit de la guitare électrique ou de la cornemuse, j'ai pas envie de dire qu'on s'en fout, mais c'est que voilà, on n'a pas ce côté kitsch, on a ce côté qui est à la fois traditionnel et en même temps moderne. Je pense qu'on peut dire que si jamais il y avait eu de la guitare électrique du temps de Beethoven, je pense qu'il aurait utilisé. Parce que clairement, t'es d'accord avec moi qu'on pourrait dire qu'il y a certains groupes de métal, sans parler par exemple de Symphony X que j'adore, justement, que j'écoute très souvent Symphony X parce que déjà j'adore les compos, j'adore l'univers, etc. Et mais il y a par exemple, prenons Dream Theater, c'est l'exemple qui me vient, mais par exemple je prends Images and Words. En fait, tu prends par exemple Metropolis, c'est écrit comme quelque part une œuvre de classique, quelque part. Est-ce que tu vois ce que je veux dire quand je dis ça? Tu parles de l'album Metropolis? Non, même dans Images and Words, Metropolis Part 1. Ok. Tu vois, le morceau, effectivement, même si effectivement on n'est pas dans l'esthétique classique, hein, ou romantique ou un peu ou baroque, mais c'est tellement écrit, si tu veux, c'est tellement arrangé, c'est tellement composé que tu pourrais te dire que ça pourrait être apparenté à tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, pour moi, il y a des filiations avec la musique de la fin du 19e, début 20e siècle. Tu vois, je pense à Moussorgsky, par exemple, ou même Holst. Tu vois, par exemple, Holst, déjà, tu peux faire le parallèle avec la musique de John Williams, quoi. Clairement, c'est une influence de John Williams, quoi. Clairement. Toutes les planètes dans Star Wars, quoi. Clairement, c'est des mêmes types d'arrangements, quoi. Ensuite, Metropolis, Dream Theater en général et le prog en général
tu retrouves, tu vois, des structures avec des éléments qui n'ont pas forcément à voir les uns avec les autres, qui arrivent un peu subitement, comme ça, au milieu du morceau. Ça change tout le temps. Il y a beaucoup de mesures asymétriques. Ça aussi, c'est des traits caractéristiques de cette musique-là, de cette musique de cette époque-là, quoi. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose, il y a un héritage aussi, tu vois. Je sais pas si c'est voulu. Je pense qu'il y a aussi la question de la virtuosité chez Dream Theater, quoi. Ça aussi, c'est un héritage du classique. Il y a la question des arrangements qui sont, et notamment de l'articulation entre les différents instruments qui est très, très fine, en fait. C'est pas juste tu mets une grille et puis tu fais tourner et puis tu fais un son dessus, quoi. Tu vois, tout est bien écrit, tout est bien calé. Ça aussi, je pense que c'est un héritage, quoi. Et juste pour rebondir là, sur ce qu'on disait tout à l'heure, là, sur la question des trucs qui sont un peu kitsch, quoi. Moi, c'est un truc dont j'essaie de me garder à fond, quoi, parce que j'ai bien conscience qu'il y a eu des trucs pas très heureux qui ont été faits, surtout dans les années 80, et qui tiennent plutôt, tu vois, de la caricature, en fait. C'est ça, oui. C'est le mot juste. Ne parlerais-tu pas d'un personnage toute personne en fut moulant en cuir en Santiago? En plus, moi, je suis un énorme fan de Malmsteen. Ah non, mais moi pareil. C'est autre chose. C'est autre pareil. chose. Malmsteen, quoi. C'est pas du tout. Pour moi, il essaie pas d'imiter, quoi. Il a emprunté. Lui, il vit le truc, quoi. Tu vois. Il a emprunté, il a construit quelque chose avec. C'est différent, quoi. Mais il y a des mecs, en fait, qu'on fait d'ailleurs, qui sont pas forcément restés à la postérité. Hein. Ah non. Qu'on fait des trucs avec batterie, tu vois, c'était marrant 5 minutes, c'était oh tiens, on fait du back d'un seul coup à la guitare électrique, ça sonne un peu hard rock et c'est rigolo, tu vois. Mais c'est pas du tout la démarche. Ouais, effectivement, quand on parle de Malmsteen, alors moi j'ai écouté Malmsteen il y a pas longtemps avec les enfants, tu vois. Et en fait, les enfants me disaient, ouais, les solos de guitare sont bien, mais le morceau, il est bizarre, quoi. Tu sais, genre, je lui ai dit, ouais, mais tu sais, c'est un peu l'univers Malmsteen. Je lui ai dit, tu vois, en fait, tu prends le solo de guitare, tu pourrais juste écouter le solo et c'est bon, t'as pas besoin d'écouter le morceau. Quelque part, ça dépend des albums. Non, j'exagère. Tout le monde attend le solo, en fait c'est ça. On écoute du Malmsteen. Mais en fait, quand il arrive, du coup, ça amplifie le truc, tu vois. C'est un peu comme des préliminaires un peu laborieux, tu vois. Et après, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, t'arrives sur le solo et là tu fais waouh, putain, bravo. Ça valait le coup d'attendre. Ouais, ça valait le coup d'attendre. Voilà, tu vois. Et en fait, mais effectivement, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai qu'en même temps, il y a eu Malmsteen qui s'est imposé. Vous avez écouté son concerto, le concerto pour guitare électrique. Ah, oui. Je trouve que il fait pas kitsch, par exemple. C'est un peu des fois à la limite, mais je trouve que il y a à ma connaissance peu de guitaristes qui ont fait cette démarche comme lui l'a faite. Et ça montre que c'est pas un guitariste qui cherche, qui surfe juste sur le côté musique classique en version kitsch. C'est vraiment qu'il est passionné par ça. Il a tout l'attirail du guitariste, quoi. Ah bah oui. C'est tu vois, les cheveux dans le vent, les grosses gourmettes, les bagouzes, la Ferrari jaune, les Santiago, le coup de pied en l'air. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que quand t'es enfant, il te fait rêver, quoi. Donc et il te fait rêver même 30 ans plus tard. Donc moi, enfin voilà, moi en tout cas, même Steam, de toute façon, ça restera. Et quand il joue le blues, c'est monstrueux. Tu peux pas dire. Il a sa façon de jouer le blues et il le joue bien pour moi dans mes critères. On va dire, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, voilà, c'est la limite entre, en fait, des fois, certains n'ont pas la conscience, en fait, de la limite entre le mauvais goût et le génie, voilà. en fait. Voilà, c'est effectivement, Là, c'est super. Avec Malmsteen, je pense que le problème, il est un peu ailleurs, quoi. C'est qu'il est resté un peu ancré dans son époque, quoi. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose. Je suis reconnaissant, quoi, d'avoir réussi à tenir le cap de son truc, quoi. Je sais pas si j'ai envie qu'il évolue, en fait. Mais non. Oui, en fait, personne n'a envie qu'il évolue. C'est ce que j'allais te dire. En même temps, tout le monde lui reproche. Non, mais moi, c'est exactement ce que j'allais te dire. J'allais te dire, non, mais moi, j'ai pas envie qu'il change, quoi, le mec. Voilà, c'est comme AC/DC, ils font le même album depuis 40 ans, mais tout le monde veut qu'ils continuent à faire ça. Il y a des artistes comme ça. Et t'as Metallica qui a dévié, hein, on en parlait la dernière fois avec Kirk Hammett, t'as Metallica qui a dévié, ben non, je suis désolé, moi je préférais Master, à l'époque Ride the Lightning, Master, Justice, voilà, tu vois, c'est basta, quoi. Non mais c'est vrai, voilà. C'est comme, comme Guns N' Roses avec, comment il s'appelle l'album Chinese Democracy, voilà, enfin, sans Slash, quoi, putain, merde. C'est pas possible, quoi. Guns N' Roses sans Slash, c'est comme de la sauce tomate sans tomate, quoi. Tu vois, c'est... tu vois.
En tout cas, c'est vraiment un projet vraiment cool. Et peut-être que tu as encore des trucs à nous dire sur ce projet que tu as envie dont tu as envie Eh de ben, parler. écoute, on sera en résidence la semaine prochaine là, du côté de Livron, qui est une ville de la Drôme aussi là. Mhm. C'est déjà notre deuxième résidence. On est en train de finaliser le répertoire et puis de construire aussi le discours qui va autour, étant donné que c'est du concert-conférence, Ouais. quoi. Et bah, je pense qu'il y aura du nouveau. Pour l'instant, le projet est vraiment tout neuf. On n'a pas encore beaucoup de matière en termes de communication, là, puisqu'on est plutôt focalisé là, sur la construction du répertoire là, pour l'instant, et puis sur ces dates aussi qui arrivent assez vite. Mais je pense qu'il va y avoir là, au courant 2021 de la vidéo et un peu, enfin tu vois, un peu de Donc matière. je dis ça pour les auditeurs. Donc vous avez tout dans la description du podcast et vous les retrouvez sur Facebook, sur YouTube. Donc la chaîne de Alex Gordo, je pense que c'est ça le nom de ta chaîne. Ouais. Voilà. Ouais. Et il y aura de toute façon, vous avez en description tous les liens, ou alors sur la page Facebook du podcast, on vous mettra tous les liens pour que vous puissiez aller jeter un œil, etc. Je précise juste qu'en fait, ce projet, il y a eu une première mouture, un premier line-up en fait autour de 2012, et il y a déjà des vidéos en fait sur le net où on trouve déjà des extraits du répertoire, quoi. Mais voilà, aujourd'hui le répertoire il s'est élargi là, et puis le line-up a changé, donc je pense que ça va être. On est toujours dans la même, sur le même concept, quoi, mais je pense que ça va évoluer en termes d'interprétation et voilà quoi. Moi, j'aurais encore une petite question par rapport à votre projet, quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du processus quand vous travaillez, quand vous choisissez une œuvre, un petit peu le process que vous mettez en place depuis par exemple la transcription, les choix d'arrangement, comment vous la travaillez, comment vous échangez entre vous par rapport à ça, et peut-être par rapport aux œuvres que actuellement vous avez au répertoire, laquelle tu as trouvé le plus difficile à gérer, que ce soit en termes d'arrangement et en termes de mise en place ou en termes d'interprétation? Alors, en fait, sur le travail d'adaptation, il n'y a que moi qui bosse. D'accord. Donc là, voilà, ça, je te fais une réponse courte. Donc ça, c'est ma partie. J'écris tout. Tout est écrit pour tous les instruments sur Guitar Pro, Oui. et je passe la partition au mec, quoi. Okay. J'ai un détail aussi je sais même pas si on peut parler de détail, mais qui est important parce que ça fait pas partie aussi de nos habitudes en tant que musicien rock et metal. Tout ça, on le joue par cœur. Ouais. Donc ça représente une somme de boulot qui est assez considérable parce que par rapport à un morceau de rock Ah oui, complètement. Ouais. standard, t'imagines que d'apprendre une symphonie en entier, surtout avec les parties intermédiaires qui sont pas forcément des parties que tu retiens facilement, quoi, parce que des fois c'est des parties de ce qu'on appelle de remplissage, quoi, pour que tu aies l'harmonie, quoi. Voilà, quoi, c'est un boulot assez énorme, quoi. Et tu me demandais? Après, au niveau du processus, comment vous travaillez sur l'interprétation, par exemple pendant les répétitions, les choix musicaux, les directions musicales, grosso modo? En fait, je suis assez lead sur le truc. J'ai une vision assez précise de ce que j'ai envie d'entendre. D'accord, tu fais un peu le chef d'orchestre, quoi, un peu. Ouais, je pilote beaucoup, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Et ensuite, on travaille sur ce que ferait un quatuor à cordes traditionnel, en fait, quoi. Ça aussi, tu vois, je pense que c'est un petit peu nouveau. C'est le fait d'avoir des départs qui soient pile ensemble, d'avoir des silences qui soient des vrais silences, d'être attentif à la justesse, d'être attentif au phrasé, tu vois. Il y a un truc, quand tu joues des guitares, quand tu joues des morceaux que avec des guitares, en fait, ça a vite fait de sonner abeille. Je ne sais pas si vous avez déjà empilé des couches de guitare en enregistrant, quoi, des couches de lead. Surtout dès que tu as de la disto, quoi. Ouais, de la disto, quoi. Tu vois, ça sonne tout droit, en fait. C'est complètement décharné, quoi. C'est sans intérêt. Et ça, c'est compliqué. Il faut lutter contre ça, en fait. Et il faut essayer de trouver du son pour avoir de la dynamique. Il faut essayer de trouver de la dynamique dans son jeu pour que les notes, pour qu'il y ait du relief, en fait. Faut vibrer quand il faut vibrer et pas vibrer quand il faut pas vibrer. Voilà, il y a vraiment une recherche du phrasé qui est assez importante, quoi.
Voilà. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je me demandais, tu parlais justement du quatuor, ce que ferait un quatuor traditionnellement. Pour avoir vu des quatuors fonctionner, généralement, tu as toujours, bon, des fois, souvent le premier violoniste qui en fait indique un peu à tous les autres quel doigté ils doivent choisir entre tirer, pousser, histoire d'être vraiment avec une homogénéité, par exemple, de son dans les phrases. Est-ce que de votre côté, au niveau de la guitare, c'est pareil? Est-ce que tu conseilles, par exemple, tu dis aux autres guitaristes, alors moi là, je fais tout en couvert le bas, ou je fais de l'aller-retour, ou je fais de l'économie picking, et il faudrait du coup que vous soyez dans la même logique, ou tu les laisses plutôt libres de choisir leur doigté? Carrément, ouais. Il y a ce genre de choses, hein. C'est pas Hmm. systématique, si tu veux, mais quand il y a un effet qui est attendu, que j'attends, et qui est pas là, en fait, Ouais. c'est quelque chose, ces leviers-là, si tu veux, on peut avoir un regard dessus, quoi. Hmm. Typiquement, tu vois, une phrase, quand tu la commences vers le haut ou médiator ou vers le bas, bah, ça n'a pas forcément le même effet. Ouais. Voilà quoi, parce que souvent, la raison, c'est que souvent, à l'arrivée, tu as un appui qui doit être plus ou moins, une note qui doit être plus ou moins appuyée, et ça fonctionne mieux bah, si tu es en bas ou si tu es en Ouais, oui. haut avec le médiator. Donc tu vois, il faut analyser ça, et ouais, on est vachement attentif à ça, quoi. Hmm. Ouais, Vachement c'est vachement intéressant, quoi. intéressant. Ouais. Ouais. Ça vous prend combien Ouais, de temps c'est à peu près, un euh, travail sur un morceau en moyenne? combien de temps ça nous prend? En moyenne, le travail depuis les premières répètes jusqu'au moment où vous vous dites, ouais, là, on est OK pour pouvoir le placer dans un set en live. Bah, en fait, alors déjà, avec ce line-up là, on n'a pas beaucoup de recul là parce qu'on a commencé là, à jouer ensemble que depuis juillet. OK. Donc tu vois, en fait, comme on est très très limité en temps, bah, tout est organisé en fait. Les Hmm. répètes, on sait ce qu'on va répéter, il y a un rétro-planning pour savoir quand est-ce qu'on doit être prêt. Hmm. Et pour répondre à ta question, ça dépend des œuvres. Il Ouais. y a des œuvres qui sont plus faciles que d'autres. Hmm. Parce que techniquement, en fait, elles sont plus facilement assimilables, parce que c'est plus évident aussi la manière dont on doit les jouer. Tu vois, Holst, par exemple, typiquement, c'est une œuvre qui est pas facile, quoi. Il Ah, y tu a, m'étonnes. pour la moitié du groupe, en fait, dans l'arrangement, en fait, la basse et la guitare 3 elles font quasi que tenir l'ostinato, le Ouais. tacatatam, Ouais. tacatatam, tacatatam, tacatatam. Donc tu vois, tu pourrais te dire, bon, bah, il n'y a que ça à bosser, ça devrait aller vite. Mais même ça, tu Ouais. vois, il faut faire évoluer. Ouais. Les trucs, tu Oui, vois, parce qu'il y a c'est. des très longs crescendo en plus dans ce Ouais, morceau-là. ouais. Ça, c'est délicat. Typiquement, tu vois, des trucs qui paraissent tout bêtes, par exemple des notes répétées. Tu as un Hmm. accompagnement qui fait que des croches, tu vois, genre yap, hop, 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 Ouais. hop, 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 un truc comme ça, quoi. Bah ça, en fait, quand tu regardes ça de prime abord, tu te dis, ouais, bah, c'est facile, quoi. Il y a que la même note que tu répètes et hop, allez, ça roule ma poule, quoi. En réalité, ça, pour le faire vivre, Hmm. bah, il n'y a rien de plus difficile, quoi. Faut donner une direction, faut que chaque note, tu vois, elle ait vraiment un caractère qui lui soit propre. Ouais. Oui, puis C'est, tu vas pas lui mettre la même intensité en fonction de si elle intervient face à à un accord et après tu as un autre accord dans l'harmonie qui arrive et toi si tu maintiens toujours la même note, elle va changer de fonction dans l'harmonie et du coup elle peut avoir nécessité d'être accentuée un peu différemment. Et c'est ça. effectivement, tu as raison sur ce point-là. On en parlait aussi avec Seb dans les derniers podcasts qu'on a enregistrés. La simplicité, c'est pas simple. Ouais, c'est clair. Mais tout ça, moi, si tu veux, on pourrait faire un travail analytique à la note près, quoi, si tu veux, sur ce Ouais. type de répertoire, en disant, bah ça doit être plus, cette note-là, elle doit être plutôt comme ça, celle-là, elle doit être plutôt comme ça. Mais moi, je préfère quand même compter aussi sur le savoir-faire des musiciens et sur l'écoute. Je crois beaucoup Oui. en l'écoute, dans le fait de vraiment pouvoir interagir entre nous, pouvoir imiter quand il y a une proposition de phrasé, par exemple. Hum. Et c'est en fait moi c'est comme ça que je m'éclate quand on joue quoi. C'est justement tu vois quand on n'est pas trop dans l'analytique, même s'il faut l'être des fois parce qu'il Ouais. y a des choses qui peuvent passer entre nous que de cette manière-là quoi. Mais moi je préfère quand ça passe par la sensation, par le sensitif quoi. Oui, Et il faut les deux, effectivement. ouais, Pas que ça devienne vraiment un côté machinique, un peu trop robotique, quoi, non plus. ouais, faut pas que ce soit Voilà, trop intellectuel en fait. voilà, exactement. Il y a un truc un peu animal quoi, comme tu Mm. vois.
des musiciens de jazz, ils improvisent, ils sont pas en train de se demander ah tiens là je vais utiliser le mode de Bartók là sur cet accord, cette dièse là. C'est pas ça quoi. Ils sentent que là il y a une tension à apporter, je crois en tout cas. Et du coup, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette proposition là. Par exemple, d'amener une dièse 11 dans l'harmonie à un moment donné, quoi. Hop, il y a quelqu'un qui l'entend, qui la repère tout de suite et qui va se l'approprier et qui va faire quelque chose avec, quoi, si tu veux, quoi. C'est ce type d'écoute-là, quoi, si tu veux, moi, qui m'intéresse et qui fonctionne aussi pour ce qui est nuance. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est essayer de comprendre le sens des morceaux et notamment le caractère que tu donnais à un passage, quoi. Si tu veux pas être à côté de la plaque, faut que tu comprennes ce que le compositeur il a voulu dire, si c'est un truc méchant, si c'est un truc au contraire qui est plutôt planant, ou enfin voilà quoi, et que tu t'inscrives dans cette dans cette idée-là pour pouvoir la réaliser correctement quoi. Et d'ailleurs, quel retour si tu en as eu, vu que tu travailles dans un conservatoire, est-ce que tu as eu des retours de collègues à toi par rapport à ce projet, ou alors est-ce que tu as discuté éventuellement avec, peut-être si vous avez le département cordes qui ont un quatuor, j'imagine, est-ce que tu as peut-être discuté avec des collègues là-dessus pour avoir des fois des conseils ou simplement leur demander leur avis par rapport à tout ça, par rapport aux arrangements ou par rapport à la direction musicale ou autre? Des conseils, non, mais j'ai des retours qui sont plutôt positifs. En général, mes collègues sont plutôt surpris, agréablement surpris. Bon, il faut dire que je suis dans un conservatoire aussi où il y a des gens qui sont très très ouverts, quoi. Tu ferais peut-être pas ça partout. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé. Hein. Je me rappelle d'une expérience où j'ai joué avec un orchestre symphonique, en fait, un concerto, toujours un concerto pour violon, mais à la gratte, quoi, avec un chef d'orchestre qui était justement ouvert à ça, et dans une salle avec des profs dans un conservatoire qui n'étaient pas franchement très ouverts à ça, quoi, justement, qui étaient plutôt là, tu vois, pour casser un peu du sucre, quoi. Là, c'est pas du tout ça, quoi. C'est un très bon état d'esprit. C'est bienveillant, quoi. Ouais, c'est bienveillant, il y a de la curiosité, et je pense que c'est quelque chose. Moi, tous les retours que j'ai, c'est ça fonctionne, quoi, en fait. Quoi. Voilà, quoi, ça marche. Oui, ça marche, c'est fait avec goût. Et puis, comme tu dis, là à l'instant, il y a une autre démarche aussi, on va dire culturelle, qui n'est pas juste jouer le morceau, basiquement, mais il y a cette volonté de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qu'a voulu exprimer le compositeur, ce qui est vachement intéressant aussi. Voilà. Oui, carrément, oui. Dans l'interprétation, etc., quoi. Bah c'est super, en tout cas c'est vachement intéressant, c'est super, je suis vraiment content qu'on fasse cet épisode les amis, voilà je suis vraiment super content. Et donc tu es, maintenant comme tu as plusieurs casquettes, alors pour ceux qui le savent pas dans l'audience, mais Alex est intervenant donc sur Guitar Part, enfin je pense que beaucoup de gens le savent, ou le sachent, hein, tout dépend si on est terre-platiste ou pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu aussi comment ça se passe avec tes élèves, dans quelle proportion tu crées du contenu pour Guitar Part, et un peu pédagogiquement parlant, est-ce que tu as des élèves qui sont très est-ce que tu es dans la musique actuelle ou est-ce que tu fais aussi le classique Là, il y a deux choses là, dans ta question. Là. Il y a ce que je fais pour Guitar Part, où en fait là j'ai pas d'élèves en direct puisque c'est des rubriques pédagogiques. Dans le magazine et en vidéo en fait. Donc là, je crée du contenu comme toi tu fais quand tu du contenu en vidéo sur ta chaîne, hein, où il y a un sujet que je traite en donnant un petit peu des éléments pour pouvoir jouer un truc, comprendre un truc, des notions quoi, si tu veux quoi, technique ou théorique. Et t'écris l'article, etc. Il y a tout, il y a quand même c'est du taf quoi. Hein. Ah, c'est du boulot, ouais. Je pense que c'est une discipline qui demande des compétences un peu multiples, quoi, parce que faut savoir un peu jouer quand même. Faut savoir trouver et expliquer un sujet musical pédagogique, quoi, si tu veux. Et il faut savoir l'expliquer sans qu'il y ait personne en face. Pour faire en sorte que tout le monde comprenne. Qui est très particulier, quoi. Et puis, il faut faire ça. Il y a un petit peu du jeu d'acteur. Il faut l'expliquer pour que ça soit pas chiant, quoi. Il y a ça, quoi. En fait, il faut savoir écrire aussi, puisque tu écris dans le magazine, quoi.
Et donc ça, c'est en fait, c'est des sujets imposés ou c'est toi qui choisis, tu proposes un sujet Ça dépend. Ça dépend. Tu vois, là, par exemple, je viens de tourner une rubrique, là, évidemment, sur Van Halen, Ouais, qui est décédé dernièrement, là. Et donc là, ça s'est imposé, quoi. C'est la rédac qui m'appelle oui. un peu au dernier moment. Il faut qu'on fasse quelque chose dans le prochain papier. Voilà, t'as tant de temps pour pondre un truc. Et ça, tu les Euh, filmes chez toi. Ça, tu les... En fait, je fais les vidéos chez moi là, depuis le confinement. Avant, je D'accord. filmais à Paris, au siège de Guitar Parts. D'ailleurs, ça continue de tourner là-bas, quoi, pour ce qui est des autres intervenants là. Et puis là, du coup, avec le confinement, ben, il a bien fallu qu'on continue pour publier des choses, quoi. Donc, on s'est débrouillé. Et moi, je me suis un peu équipé et je tourne de chez moi. Et comme j'habite pas sur Paris, c'est vrai que c'est plus pratique pour moi de tourner chez moi, même si je t'avoue que c'est un peu galère tout seul quand même. Tu as l'habitude de faire de la vidéo, mais c'est quand même confortable quand tu as quelqu'un qui te filme, quoi. Ouais, ouais, oui, oui, T'occuper juste de ta partie, c'est quand même bien, quoi. ouais. Et en fait, tu as commencé à Guitar Part, comment ça s'est passé? Ils t'ont appelé? Comment ça s'est passé? Ouais, j'ai été coopté par Franck Gradiano à l'époque. D'accord? Que j'avais rencontré, avec qui je me suis bien entendu, c'est devenu un ami, quoi. Et en fait, quand il est parti en 2015, il y avait une place qui s'est libérée. En fait, il a fait le lien et il m'a proposé, quoi, si tu veux, quoi. Donc j'ai fait un peu des tests avec eux, puis ils m'ont dit, bah allez, on y va, quoi. Et puis du coup, là, j'y suis, tu vois, ça va faire 5 ans, bientôt 6, hein, Ouais. où je suis tous les mois dans le magazine. En fait, j'ai des rubriques, une ou plusieurs rubriques, la plupart du temps, tous les mois, quoi. Ah, super, super intéressant, quoi. Aussi, toujours, la pédagogie, c'est vachement intéressant, quoi. Puis c'est vachement intéressant, je pense, j'espère pour ceux qui lisent et qui regardent les vidéos, puis c'est intéressant aussi à faire parce que du coup, tu vois, si tu vas creuser des sujets. En fait, moi j'ai découvert des trucs avec Guitar Part, moi, justement, tu vois, dans les sujets imposés, des fois, tiens, fais tel ou tel artiste, des mecs, des fois, j'avais jamais entendu parler d'eux, quoi. Du coup, tu Hum. vois, tu fais tout un travail de recherche, tu essaies d'extraire la quintessence de Ouais, ce qui de Il ce faut que arriver à l'artiste. s'habituer, se rapproprier rapidement le style, même si c'est Ouais, un artiste dont tu n'es pas familier, effectivement. ouais. Arriver à comprendre le style et aussi. Ouais, ça fait partie aussi, je pense, des qualités à avoir quand tu fais ce genre de job. Et puis, je pense que tu vois, faut être plutôt ouvert d'esprit, quoi. Parce que oui, si tu as envie. Enfin, moi, tu vois, moi, je suis vachement intéressé pour faire des trucs qui sont pas du tout dans ma zone de confort, quoi. Ça me prend plus de temps, mais je découvre des trucs, quoi. J'apprends des trucs, quoi. J'ai bossé des trucs. Tu vois, enfin, je suis quand même un guitariste de la génération. C'est pas, je vais avoir 45 ans, quoi, quand même, quoi. Donc, moi, j'ai été biberonné au shrapnel des années 80. Guitar on the Edge, tu te souviens de Guitar on the Edge ou pas? Je sais plus. Tu t'en Non, souviens ça pas me... de cette compile de Shrapnel Records, là, en fait, où en fait, t'avais je sais plus combien, 7 ou 8 volumes, et puis pour se les procurer, je m'en souviens, moi j'ai écrit à des mecs dans des magazines et tout pour les trouver. C'était compliqué, Donc, ouais. voilà, donc en fait, c'était des compiles de Shrapnel Records, donc de Mike Avec Varney. Cacophonie et tout, non? De quoi? Avec Cacophonie et tout ça, là? Ah ouais, C'est ouais, pas il y avait celle-là? Cacophonie, il y avait tout. Pour te dire, je me souviens même plus des noms, puisqu'il y a des gars qui sont des mecs qui ont pas forcément continué. Tu sais, les Joey Tafola, Richie Ouais. Kotzen, Ouais. il y avait Tilt, Grego. Tilt, donc tu sais, c'est le duo, enfin l'album qu'ils ont fait, Richie Kotzen et Grego. Il y avait Sean Lane, Gambale, il y avait aussi Allsworth, là, avec des extraits de l'album qu'ils ont fait avec Gambale. Ouais, si, mais en fait, je l'ai eu par bribes, en fait, cette Ouais. compile, quoi. Je Ah l'ai ouais, jamais eu entièrement. c'était monstrueux. Enfin, ouais, moi, je trouve que Et c'était monstrueux. tu vois, moi, j'ai été élevé avec ça, quoi, et je me retrouve à faire des trucs, à bosser des techniques de pouce de Tozina Basie ou des trucs comme ça. Bon, Ouais. on reste dans la veine métal, en Ouais. l'occurrence, là, mais enfin, tu vois, ça me dérange pas non plus de faire des trucs de jazz ou de bossa ou.
Parce que ça enrichit de toute façon. Oui. Ouais, c'est surprenant même des fois, comme les choses, elles peuvent paraître évidentes quand tu les regardes de loin, et quand tu te plonges dedans, tu dis mais putain, mais c'est extraordinairement technique en fait, c'est super complexe quoi. Ouais. Les histoires rythmiques, même dans n'importe quel style, même en folk, où il y a des choses qui sont vachement complexes quoi. Ah ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est voilà. En fait, en apprenant aux autres, souvent tu t'apprends à toi-même aussi, puisque c'est ce qu'on, enfin, c'est ce qu'on disait. disait hier. Ouais, c'est ce qu'on disait hier. Et lorsque tu appréhendes la pédagogie avec des élèves, donc quand tu es prof au conservatoire, en fait, comment ça se passe? Tu es en cours particulier, en cours collectif Les deux, Les deux? Vous faites les deux? on le veut, ouais. Et c'est plutôt axé rock, musique actuelle, ou tu fais aussi le classique? Les deux. D'accord. Après, moi, je suis estampillé, je suis guitare, on appelle ça guitare musique actuelle Ouais. en conservatoire, quoi. Donc, je suis censé m'occuper des musiques actuelles, des musiques amplifiées, en fait, et du jazz. D'accord. Mais en fait, il n'y a pas de barrière culturelle, et au contraire, moi, j'essaie de profiter du fait qu'on est dans un conservatoire pour, à des moments, tu vois, expérimenter des trucs. Moi, ça me dérange pas de bosser une sonate de Bach avec un élève en guitare électrique, quoi. Mais tu vois, toujours pareil en disto ou voilà quoi. Et il y a il y a des opportunités tu vois, de croiser aussi les disciplines, quoi. Tu peux faire jouer des guitaristes avec des violonistes ou avec des trompettistes, il n'y a aucun souci, quoi. Voilà. Moi, j'ai cette étiquette-là, musique actuelle, parce que mon instrument, il est plutôt apparenté à ça. Mais si tu veux, il n'y a pas forcément de barrière, il n'y a rien qui est interdit, quoi. Ouais, au niveau du contenu, ça peut sortir de ce que l'étiquette Ouais, te dit. c'est différent quand même de quand tu donnes. Je donne aussi des cours particuliers, hein, par Skype notamment, Mhm. et où là, je suis vraiment dans la construction d'un programme pédagogique avec l'élève qui est complètement qu'on définit ensemble, quoi, si tu veux, quoi, Ouais. en fonction de ses propres objectifs, ce qu'il a envie de faire, tout ça, quoi. Là, c'est un peu différent, quoi. Tu es dans un cursus, tu as des objectifs à atteindre, mais pour les atteindre, en fait, tu peux très bien imaginer passer par du classique, passer par du jazz, parce que des notions, en fait, tu les retrouves dans tous les styles, hein. Tu parles de rythme, le rythme, il existe dans tous les styles, quoi. Tu parles d'harmonie, ça existe dans tous les styles. Voilà, quoi, sous des formes différentes, mais voilà, quoi. Ce qui est important, quoi, au final, bah, c'est de comprendre c'est quoi l'harmonie, c'est quoi le rythme, c'est comment on arrive à jouer ça, comment on arrive à créer sa personnalité, son identité musicale, voilà, quoi, à faire des choses, à créer, quoi, créer. C'est super. C'est super. C'est vrai que, en tout cas, voilà, c'est ce qui est génial, voilà, c'est un peu c'est aussi au pédagogue de s'adapter en fait à l'élève. Comme tu disais, on définit un programme ensemble, etc., etc. Donc donc si vous voulez prendre des cours sur Skype avec Alex, vous trouverez tous les liens en description aussi. Voilà, Cyril, on t'entend plus là. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah moi je suis passionné là, j'écoute. À tout à l'heure, pareil, je vous écoutais, franchement, j'ai failli aller me chercher un café et me dire, bah, tiens, ça va être bien cool. Ça va être bien cool cet épisode là, parce que vraiment, c'est super enrichissant de. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on brasse, tu vois, on brasse plein de sujets différents. Et du coup, bah, nous, on aime bien cet aspect-là, hein. Je sais pas si tu as déjà écouté les podcasts précédents, Alex, mais en Si, tout cas, nous, on aime bien, voilà, parler de 1000 sujets différents tout le temps et de s'ouvrir un petit peu à tout. Donc, du coup, bah, c'est vrai qu'avec quelqu'un comme toi, qui est en même temps dans la guitare électrique et en même temps qui travaille dans un conservatoire, toi, moi, je m'y retrouve un peu parce que je suis aussi comme toi, je suis prof aussi dans un conservatoire dans la région de Franche-Comté à Montbéliard. Et du coup, il y a, on est aussi dans un conservatoire très ouvert, tu vois. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais du fait que parfois, tu vas avoir des conservatoires assez fermés qui permettent pas de faire vraiment beaucoup de, entre guillemets, expérimentation, de sortir un peu du cadre conservatoire. Après, je me Et permets de t'interrompre, ouais, mais ouais, vas-y. j'ai l'impression que. J'ai l'impression que c'est vrai qu'on a tendance, bon, le conservatoire, comme son nom l'indique, c'est conserver une certaine tradition, etc., Oui. j'imagine.
Et c'est vrai que c'est beaucoup de sons de cloche qu'on entend, peut-être de gens qui sont des adultes aujourd'hui, qui ont été obligés de passer par le conservatoire parce qu'ils n'ont pas eu le choix, parce que tes parents te disent quand tu as envie de commencer un instrument, donc ah oui, il faut que tu fasses le conservatoire, tu sais, c'est un peu ancré dans l'esprit des gens. Mais plus ça va et plus j'ai l'impression que, tu vois, la preuve en est que là, on a 2 profs de guitare qui sont en conservatoire et on est dans une ouverture d'esprit totale, si tu veux, aussi. Ah oui, totalement. Et je pense que peut-être que... Ça évolue, heureusement, oui. Voilà, ça a vachement évolué. Alors, effectivement, peut-être qu'après, si tu veux, je comprends qu'aussi il y ait des gardiens de la tradition, je dirais. Tu vois, comme tu as des intégristes dans le jazz, tu as des intégristes du baroque qui vont te dire, qui vont vraiment tout faire comme si c'était à l'époque. Tu as des intégristes, par exemple, qui défendent un peu la parole de Pierre Boulez. Je lisais un article la dernière fois là-dessus, de l'ensemble intercontemporain, où les mecs ils sont vraiment dans un délire à fond. Je pense que c'est bien qu'il y ait aussi des gens qui gardent une certaine tradition. Et puis en même temps que que maintenant que les choses se démocratisent un peu et que parce que là on parle de pédagogie, on n'est plus dans le truc où se dire c'est comme ça qu'il faut apprendre. Là plus ou moins les profs sont en train de se comment dirais-je de s'adapter aussi à la volonté de l'élève, au goût de l'élève. Tu vois, par exemple, tu viens de le dire, Alex, tu fais aussi bien de la bossa nova que du jazz, que tu parles de folk, tu parles de métal, de classique. Et le fait de tout mixer, puisque aujourd'hui on a un accès presque illimité à tout avec Internet, je trouve que c'est bien aussi que ça évolue dans ce sens-là et qu'on soit plus dans un truc fermé. Attention, si tu fais pas comme ça marchera jamais. Et puis de frustrer les gens et peut-être de dégoûter même les gens parce que tu as été conditionné à le faire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, puis au niveau... je t'ai coupé, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Je pense que le conservatoire, là, depuis une vingtaine d'années même, les conservatoires ils sont obligés de se remettre en question, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est tout rose et que c'est simple, mais voilà, quoi. Il y a pas, j'ai pas l'impression, moi, que les conservatoires ils soient dans un truc complètement statique et inerte. Ils suivent un peu le move et ils essaient de se mettre à la page, quoi. Après, par contre, je crois qu'il y a quand même un vrai décalage pour participer, tu vois, un petit peu à la fois au monde des conservatoires et à la fois au monde des guitaristes, notamment ceux qu'on voit s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il y a quand même un décalage, quoi. C'est 2 mondes différents et qui se croisent pas beaucoup, quoi. Je pense qu'ils se connaissent même pas, en fait, quoi. Les mecs enseignent dans les conservatoires. Je pense à toute la clique des guitaristes qu'on voit régulièrement, notamment dans United Guitars et tout ça, quoi, tu vois, tout un peu la team French, quoi. Ce type de guitariste-là, en fait, je pense que j'ai l'impression que c'est 2 mondes différents, quoi. Et c'est dommage, quoi, parce qu'il y aurait des choses, je pense, à apporter des 2 côtés, quoi. Voilà. Ouais, encore une fois, là, on en vient, tu vois, par exemple, moi, j'ai pas fait de conservatoire ou quoi que ce soit. Mais, encore une fois, là, tu vois, on est tous les 3, on est tous les 3 pédagogues. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi la passion, la transmission d'une passion aussi, si tu veux, d'intéresser l'élève, le fait que tu te retrouves dans un conservatoire, encore une fois, c'est... il y a 20 ans de ça, tu parlais d'il y a 20 ans, mais moi en tout cas qui n'ai pas de diplôme, peut-être qu'aujourd'hui on m'appellerait peut-être pour être prof en conservatoire, mais il y a 20 ans ça n'aurait pas été possible sans diplôme aussi, tu vois. Il y a 20 ans il n'y avait pas de musique actuelle, bien qu'il y ait eu déjà du métal, on va dire, tu vois, c'était déjà vachement présent. Alors qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de classe de musique actuelle comme... ça fait quoi? Ça fait 15 ans que la musique actuelle, ça c'est... Ouais. Un peu plus, une vingtaine d'années. Ouais, une vingtaine d'années, tu vois. Mais c'est encore pas présent les partout. 90, ça a commencé à se mettre en place dans des établissements un peu précurseurs. Après, ça s'est généralisé, je dirais, à partir de 2010, quoi. Il y a... Ouais, peut-être un peu avant même. Il y a eu une entrée, on va dire... identifier, quoi, des musiques actuelles une volonté, quoi, de la part du ministère de la Culture, quoi, vraiment d'afficher, quoi, cette prise en charge là, quoi. Là où je voulais en venir en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens
bon, je le vois tu le vois sur YouTube des fois, des trucs comme ça, mais qui critiquent en fait le conservatoire, alors que bon, ben regarde, la preuve là en est qu'on a 2 profs de conservatoire qui sont là et que les mecs sont rock'n'roll, sont pédagogues, ont envie de faire plaisir aux élèves. Il n'y a pas, tu vois, il y a pas de lézard, quoi, tu vois aussi. C'est ce que je voulais en fait, c'est ce que je voulais dire à l'audience, c'est qu'on a tendance à assimiler le conservatoire à quelque chose de fermé et austère. Alors que finalement, bah, tu vois, t'as aussi des conservatoires où t'as des profs qui sont pas là forcément pour prendre leur cachet, entre guillemets, et qui sont là aussi parce que ça leur fait plaisir, parce qu'ils ont la passion de l'enseignement aussi. Voilà. En même temps, tu disais tout à l'heure que le conservatoire c'était le garant d'une tradition. Il n'y a pas que ça, quoi. Pour moi, c'est aussi le garant d'avoir un certain niveau, quoi. Quand tu sors du conservatoire, tu es censé être un musicien qui tient la route, quoi, si tu veux. Et ça, en fait, ça a un prix, quoi. C'est ça, tu l'obtiens pas que si tu fais ce que tu as envie de faire quand tu as envie de le faire, quoi. Ouais, il y a une certaine Il y a un discipline, cursus. une exigence. Ah ouais, il y a une exigence, c'est sûr et certain, quoi. Tu es obligé, si tu veux atteindre ces objectifs-là, quoi, il y a un moment, il faut bûcher un peu, quoi. Moi, je vois beaucoup par exemple, dans les ouvrages de pédago, en fait, je vois beaucoup de promesses du genre allez, apprends la guitare en 5 minutes sans rien foutre, les doigts dans le nez, quoi. Ouais, tu peux apprendre des trucs, je dis pas, quoi. Juste, tu vois, en surfant sur le truc, en te laissant. C'est possible, tu peux apprendre des trucs, quoi. Là, tu parles pas de pédagogie, là, tu parles de marketing, là. C'est le mec, en fait, ce dont tu es en train de parler, en fait, c'est d'une landing page, que ce soit dans une vidéo, quand tu vends ta formation, en gros. Apprenez la guitare en 5 minutes, les doigts dans le nez, en regardant Netflix, quoi. C'est ça, mais ça vient recroiser aussi le fait que parfois le conservatoire il est mal vécu. Parce que il y a cette exigence là, quoi. Si tu veux aller au bout de ton cycle, il va falloir bosser un petit peu, mon gars, quoi, tu vois. Et ouais, parce que tu as un diplôme, il faut le dire aux gens peut-être qui sont pas conscients, il y a un diplôme, il y a des jurys qui sont souvent des personnes qui sont d'un conservatoire voisin, c'est ça? Oui, qui peut être de n'importe quel conservatoire. En gros, c'est quand tu présentes ton élève, tu peux choisir d'inviter, si tu as des contacts, voilà, avec d'autres profs, tu peux choisir qui tu vas inviter. Je vais vous dire, les gars, je vais pas donner de nom ou quoi que ce soit, ou de situation géographique, mais il m'est arrivé de croiser des X-Men en prof de tu vois, des X-Men profs de conservatoire. De faire des plans avec certains aussi. Ça marche pas de partout, Alex, ce que tu dis. C'est-à-dire que effectivement, c'est ce que tu décris, c'est ce que ça devrait être. Mais il y a des endroits où clairement le conservatoire, c'est les bronzés font du ski, quoi. Tu vois, c'est le collègue du collègue. Bon, je vise personne, hein. De toute façon, les gens qui savent d'où je suis. Des enseignants ou Ouais, les enseignants, des mecs qui ont des CA. Là, je sais pas si je garderai ça. Je sais pas si je garderai ça dans le podcast. Mais franchement, c'est. Il y a beaucoup de réseautage là-dedans. Il y a beaucoup de. Voilà, c'est ça. Il y a des mecs. Tous les mecs, les pontes là, qui tirent un peu les ficelles de tout ça, c'est des mecs qui ont réussi à se placer au moment où il fallait se placer. Voilà, t'as eu des DE. Alors moi, je vais te dire, t'as des mecs qui n'ont pas passé l'admissibilité au DE et qui ont eu le DE d'honneur parce que juste ils ont fait intervenir des collègues. Ça, j'espère que la personne... Je trouve ça, tu sais, c'est la question de la fonction publique en fait, hein, et je trouve ça assez déplorable parce que moi, des mecs qui tiennent vraiment la route et qui sont sur le bord de la route justement, qui n'arrivent pas à rentrer dans les établissements et à se faire titulariser par exemple, quoi, j'en connais à l'appel, quoi. Et par contre, j'en connais aussi à l'appel des mecs qui tiennent pas la route et qui sont confortablement assis, personne ne viendra les déranger jusqu'à la fin de leur carrière sur des postes où ils ont rien à faire là, quoi, en fait, quoi. Exactement, voilà. Là, on vient de dénoncer quelque chose aussi. Hein, c'est pas plus mal. Hein. Hier, il y a eu un coup de gueule, Cyril. Ah oui, là, on est dans la semaine des coups de gueule, je pense. Ouais. Hier, on s'est tapé, pendant le podcast, on s'est tapé un fou rire de l'autre monde et un bon petit coup de gueule. Donc, on s'est dit, mais c'est la vie, quoi. C'est spontané, c'est l'impro, c'est rock'n'roll, c'est jazz, tout ce que tu veux. Voilà, donc en fait, je suis content qu'on ait parlé de ça aussi. Cyril, moi, ça me dérange pas de le dire frontalement, ça, parce que moi, je me sens pas un carriériste de la fonction publique, en fait. Même si là, actuellement, là, je bosse pour un conservatoire, quoi. Je me sens musicien, quoi, avant tout, quoi. Ouais.
Mais, tu vois, mais Alex, si tu te sens musicien parce que tu es passionné, et le fait, je pense que c'est ce qu'on disait par rapport, même hier on parlait de l'éducation nationale et du cursus scolaire traditionnel, notamment parce qu'on a, bon, moi j'ai des enfants, enfin, est-ce que je vois par rapport à l'Espagne, puisque je vis à l'étranger maintenant, c'est aussi le fait est que la première chose quand tu es pédagogue, c'est de passionner l'élève, quoi. Si jamais tu donnes tes cours, tu regardes l'heure toutes les 5 minutes, t'attends que ça sonne pour te casser et que t'es là juste pour prendre ton pognon et que t'en as rien à foutre d'apprendre ou pas, ou de le dégoûter ou de l'intéresser ou pas, l'élève, on y a un problème, quoi. Je pense que tu vois ce que je veux dire? Ce qui est important, pour moi, l'ingrédient essentiel de la pédagogie, c'est la transmission de la passion, de l'intérêt. Si jamais tu es là pour prendre ton pognon et comme tu dis, tu tiens pas la route et que tu as une place à vie parce que tu sais que tu seras là tout le reste de ta vie, qu'en fait toi tu viens juste prendre ton pognon, tu te fais foutre en maladie 2-3 mois par an, etc. Bon, voilà, c'est déplorable pour le mec qui se pointe et qui est un prof comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, encore une fois, effectivement, toi, t'es passionné. Voilà, et j'imagine que avant de donner un cours, tu te dis, ouais, putain, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? Vous voulez faire quoi aujourd'hui? Enfin, t'es vachement dans cet état d'esprit-là aussi. Tu vois, et ça se ressent. Ouais, mais sinon, si t'es pas comme ça, c'est chiant, en fait, même pour toi. Les journées sont interminables. Ouais. Si t'arrives, tu te dis, ouais, putain, ça fait chier, quoi, ce que je vais faire. Autant faire un autre job, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, voilà. Il faut s'amuser à la fois que l'élève ait un côté ludique, parce que la musique, après, c'est aussi, ça fait partie pour la plupart des gens d'un loisir avant tout. Donc, il faut qu'il y ait une partie de plaisir, une côté de loisir, et même pour le prof. Moi, je sais que en tant que prof, j'ai une approche pédagogique qui est beaucoup ancrée dans la ludicité, parce que moi, à la base, déjà moi-même, j'aime m'amuser en priorité, tu vois. Et du coup, avec les élèves, c'est un peu ce que je recherche. Et moi, avec mes élèves au conservatoire, ça m'est arrivé très souvent de ne pas respecter forcément les œuvres traditionnelles du programme et de me dire, bah tiens, je demande au gamin qu'est-ce qu'il écoute comme musique en ce moment. Il va généralement, il y en a 1 sur 100 qui va me dire qu'il écoute du Chopin, du Bach ou du Mozart. Tu vois, ils vont tous me citer des trucs plutôt hip-hop ou certains rock, etc. Ou des fois, tu vois, je vais leur demander, ben, ils vont me parler, je sais pas, dans ce moment, ils sont en train de jouer à un jeu vidéo, etc. Ben, ça m'est déjà arrivé avec un élève. Bah, ok, tiens, on prend la musique de ce jeu vidéo, puis on te l'arrange pour guitare, on te fait une version, puis le gamin, il est tout content parce que, au lieu d'avoir travaillé, je sais pas, une étude de Villa-Lobos ou de Fernando Sor, on a fait un morceau arrangé avec un truc qu'il aime bien, qu'il connaît, et ça empêche pas, par exemple, qu'il puisse apprendre les mêmes choses dans un contexte différent. Il va apprendre peut-être de la même façon à faire des arpèges, sauf qu'au lieu de le faire sur une étude de sort, il va le faire sur le thème de son jeu vidéo qu'il aime bien. Et le gamin, il se sera éclaté. Puis la semaine prochaine, tu sais qu'il est content de revenir au conservatoire et d'apprendre, quoi. Voilà, non mais... Et ton élève, c'est un miroir. Si tu lui fais plaisir, à un moment donné, il va se dire, ouais, effectivement, il faut aussi apprendre ça pour passer le diplôme à la fin, etc., etc. Donc, mais voilà, c'est qu'après, du coup, les contraintes sont aussi plus faciles à gérer. De temps en temps, moi, c'est ce que je faisais quasiment toujours, c'est que j'avais une part de choses qui étaient imposées par le programme, voilà, des œuvres, et aussi, par moment, je me disais, faut quand même que le gamin s'éclate, parce que moi, j'ai été aussi élève de conservatoire, donc je sais comment ça se passe. Il y a des fois, en guitare, j'ai eu à jouer des œuvres, mais qui me faisaient chier. Et d'ailleurs, c'est les œuvres que je jouais le plus mal, que j'arrivais pas à me motiver à bosser à la maison. Et que j'ai jamais terminé parce que je trouvais, voilà, soit parce que l'œuvre me parlait pas en termes de style, soit parce que les mélodies me plaisaient pas. En tout cas, et les élèves, c'est pareil. Mais toi, en ayant vécu ça en tant qu'élève de conservatoire, je me suis dit, quand je propose une œuvre à un de mes élèves, je lui demandais toujours, quand on travaillait l'œuvre, ce qu'il en pensait. De me dire, est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te plaît pas? Et après, d'essayer de comprendre pourquoi. Si ça lui plaisait pas, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a qui te plaît pas? C'est le rythme, c'est le style, c'est la technique qu'on est en train d'utiliser, c'est la mélodie qui te plaît pas. Tu vois, d'essayer de lui faire... De lui faire comprendre un petit peu, lui faire cerner un peu ses goûts. Et après, du coup, on a un choix tellement énorme de répertoire que l'avantage pour le prof après, quand tu fonctionnes un peu comme ça, c'est que tu sais, ok, ça, je sais que cet auteur-là, ça lui plaît pas des masses, je vais aller piocher ailleurs dans le répertoire.
Et comme ça, tu peux construire, c'est ce que disait Alex tout à l'heure, il y a l'aspect d'un peu construire le parcours pédagogique aussi avec l'élève. C'est pas juste, moi, j'ai jamais considéré vraiment que le rôle du prof, c'était de se dire, OK, tu t'assois avec ton élève et c'est toi qui guides tout de A à Z et tu lui imposes tout sans qu'il ait jamais rien à dire. Ça, c'est le mode un peu militaire, tu vois. Mais pour moi, je suis plutôt dans l'approche où je construis le parcours avec l'élève parce qu'il est aussi acteur de de sa pédagogie et de son apprentissage. Donc, son apprentissage, j'arrive plus à parler. Donc, moi, je pense que c'est important cet aspect-là. Et c'est vrai qu'au conservatoire, des fois, tu peux tomber sur des profs un peu dans cette approche militaire, mais ça peut aussi être le cas dans une école de musique actu, tu vois. Même si c'est peut-être quand même moins fréquent. C'est peut-être moins fréquent. Mais tu as des profs aussi de conservatoire qui sont, comme moi, super ouverts. Et après, tu as des... Enfin bon, après, je veux pas... Mais tu as aussi des gens à qui ça convient. Moi, par exemple, moi, comme je le disais hier, moi, c'est les coups de pied aux fesses qui ont le mieux marché chez moi, clairement. Ah, mais tu peux avoir les deux tu peux avoir les deux en même temps. Tu peux proposer quand même cette approche décontractée avec l'élève tout en étant exigeant quand même. Tu vois, c'est si tu es dans l'extrême où vraiment tout est imposé à l'élève, ben, en fait, il vit ça un peu, je pense, comme une contrainte, sauf si vraiment c'est un élève qui a une personnalité naturellement très scolaire, tu vois, et qui aime, qui préfère qu'on lui impose tout et qui n'a pas envie de s'impliquer dans le truc. Mais en général, c'est des élèves qui sont pas forcément très passionnés par l'instrument ou très passionnés par la musique, ça arrive et du coup ils se laissent guider parce que ça les intéresse pas plus que ça. Et ça dépend de l'âge aussi. Oui, complètement. Tout à fait, Parce que, tu vois, chez les petits 6-7 ans, en fait, il n'y a pas encore de socle culturel, quoi. Les goûts, tu vois, ils s'en foutent un peu, en fait. Quoique, j'ai eu un élève qui avait 7 ans, qui a commencé, et premier truc qu'il arrive au premier cours, il me dit ouais, moi, je veux apprendre la guitare électrique parce que je veux jouer Stairway to Heaven, je veux jouer Deep Purple, tout ça. Et déjà, à 7 ans, il avait des goûts très arrêtés. Mais tu vois, c'est un exemple sur peut-être un millier, mais je te rejoins complètement sur ce que tu dis. Là, je compte beaucoup, effectivement, pour la façon dont tu vas lui enseigner. Mais après, il y a aussi, tout à l'heure je parlais d'effort. Évidemment, tu l'as bien dit, hein, le fait d'apprendre la musique de manière ludique, c'est pas forcément incompatible avec le fait d'avoir de l'exigence, quoi, derrière, quoi. Et moi, quand je parlais d'effort tout à l'heure, je pense que c'est pas une volonté de faire marcher les gens à la baguette, hein, bien au contraire, quoi. Je ne tirerai absolument aucun plaisir à voir le cours comme un moment de souffrance. Mais je pense que mécaniquement, en fait, quand on apprend des choses, il y a un moment où il faut se dépasser. Et ça, en fait, ça réclame un effort, quoi. Alors après, tu vois, c'est peut-être aussi au prof de faire en sorte que cet effort il soit plus ou moins facile à accepter, quoi. Mais je pense que c'est inévitable, quoi. On le voit bien, Seb, toi qui est un grand technicien de la gratte, quoi. Il y a des techniques, tu peux pas te les approprier si il y a un moment où t'as pas la volonté de te dépasser, quoi. C'est moi qui me lève à 5h du matin et qui commence à pratiquer à 5h30 que tu dis ça. Sans aller dans cet extrême-là, il y a toujours une notion d'effort. C'est pas possible, je pense, autrement d'apprendre des choses. Mais t'as dit quelque chose d'essentiel. T'as dit quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que la notion de plaisir. Tu n'as pas l'impression de devoir te dépasser lorsque tu prends du plaisir, en fait. Ton cerveau, c'est prouvé, tu vois. Bon, là, j'ai plus tous mes bouquins parce que j'en ai jeté les 3/4 parce que ça m'a saoulé. J'en ai tellement que. Mais j'avais beaucoup de bouquins sur le cerveau et notamment quand tu lis les bouquins sur le cerveau, dans le fait d'optimiser, on va dire, tes capacités cognitives, la notion de plaisir est quelque chose d'essentiel. Moi, par exemple, quand on fait les devoirs et tout, bon. J'ai une fille de 8 ans, quand on fait les devoirs et tout, je lui dis, mais elle me dit, je lui dis, oublie tout ça et ne le prends pas comme ça, le fais pas comme si c'était un devoir, fais-le comme si c'est quelque chose de te dire, oh génial, je vais apprendre quelque chose de nouveau, génial, j'ai 8 ans, je suis quand même pratiquement trilingue, j'apprends des choses, je me nourris, je suis là sur Terre pour profiter, pour apprendre des choses et pas pour... Tu vois ce que je veux dire, c'est que la notion, il faut trouver un intérêt, même dans quelque chose qui te plaît pas. Je me souviens de mon prof principal, enfin, en tout cas qui me vient à l'idée, lorsqu'il me faisait travailler des trucs,
il faut détourner aussi la façon de pratiquer, c'est-à-dire que quelque chose de hyper rébarbatif, comme par exemple, pour moi, bosser dans les 12 demi-tons quelque chose, c'est quelque chose qui fait que le fait de changer les doigtés quand tu apprends une phrase ou un thème ou que tu travailles une grille d'improvisation, le fait de travailler cet élément-là dans les 12 demi-tons, ça te fait tellement cogiter, ça te fait tellement étendre ta zone de confort, en fait, que c'est vraiment les moments clés de la progression pour moi c'est vraiment quelque chose qui déclenche chez toi des progrès énormes. Et au début, quand il me faisait faire ça, déjà j'ai pas travaillé, donc il m'a repris de voler cette fois-là, et au début je me disais putain mais ça me saoule de faire ça, je m'en fous Et en fait j'ai trouvé un autre intérêt, je me dis ouais non mais bon au moins que je serais joué dans n'importe quelle tonalité, enfin t'essayes de détourner un peu le truc, et le fait de prendre du plaisir en apprenant fait que tu l'assimiles mieux, et que du coup t'as plus du tout l'impression de sortir, de te dépasser en fait, parce que ça te fait du bien quoi en fait. Le fait juste de penser la même chose, puisque tout ce qui se passe dans ta vie, c'est un filtre. C'est un filtre que toi, tu décides de te mettre devant les yeux. Donc, le fait de se dire, de détourner le truc pour toujours prendre du plaisir, quoi que tu travailles. Là, par exemple, je travaille les patterns de Slominski, c'est indigeste quelque part, mais d'un autre côté, j'essaye de trouver un autre intérêt, de me dire bon, ça te fait travailler, ça te fait étendre ta zone de confort, quoi. Voilà, justement. Mais, en fait, là, il y a une récompense à ça, quoi, si tu veux. J'en parle parce que comme vous, hein, je pense. En fait, je le vis au quotidien. Ça. Tu vois, je bosse un truc par exemple qui est très technique, qui va très vite. La première fois que je commence à regarder le trait, je me dis putain, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir monter au tempo. Je comprends pas quoi. C'est quoi le geste qu'il faut faire pour y arriver, quoi. Et une fois que j'ai compris le geste, il faut que je le bosse au métronome, en fait. Et ça, c'est difficile. Ça, il y a un effort, quoi. Mais par contre, au bout d'un moment, ça vient, quoi. Et si tu veux, la récompense, elle est là, quoi. Et la récompense, pour moi, en ce qui me concerne, hein, c'est personnel, hein, mais du coup, elle justifie que j'ai fait cet effort-là, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. La notion de plaisir, elle existe, si tu veux, mais elle est un peu indirecte, là. Oui. Et c'est peut-être un peu sur des trucs un peu extrêmes, là, parce que là, je parle de trucs de haut niveau quand même, quoi. Tu vois, tu demandes pas ça à des gamins de 10 ou 12 ans, quoi. Oui, mais est-ce que le rapport n'est pas le même ? La proportionnalité entre l'âge, le niveau, ce qui te paraît, toi, très difficile aujourd'hui, est-ce que par rapport du point de vue du gamin qui commence à 7 ans, est-ce que si tu veux, tu vois ce que je veux dire quand je dis ça, c'est que la proportionnalité de la difficulté est la même peut-être. Toi, avec ton niveau de 30 ans de guitare. Ouais, je suis pas sûr. C'est parce que, enfin, moi, tu vois, avec le recul, je pense que tu as dû le constater aussi, mais je pense qu'à 12 ans, on n'a pas le cerveau qui fonctionne pareil qu'à 40, quoi. Et moi, je me prends des claques des fois avec des élèves qui sont hyper doués, quoi, à la vitesse où ils assimilent les trucs. Mais moi, je suis incapable d'apprendre les choses aussi vite, hein. Que ça soit apprendre par cœur ou que ça soit apprendre, tu vois, un geste, quoi. Moi, j'en ai, je pense à un de mes élèves, là. C'est affolant, quoi. Il apprend, tu lui montres un nick de Govan hyper compliqué que moi j'ai mis une semaine à déchiffrer, et puis à me dire ah ouais, c'est avec ce doigt là qu'il faut faire ça, machin truc. Lui, tu lui montres en 10 minutes, il te le rejoue par cœur, aucun souci. C'est affolant. Et du coup, tu vois, je pense que on fonctionne pas de la même manière, quoi. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut retenir aussi, c'est que finalement la pédagogie, c'est peut-être aussi, ça dépend d'un individu, ça dépend de ses capacités, ça dépend de son âge, ça dépend de plein de trucs. En fait. Il faut être attentif en fait, aux signes qui font que ça fonctionne ou pas, et être capable de switcher d'une approche à une autre en fonction de la personne que tu as en face de toi. Je tiens à dire aux auditeurs qui suivent fidèlement le podcast que là, on n'a pas dit à Alex de dire cette phrase-là, puisque finalement, c'est ce qu'on dit à chaque épisode. Voilà. Donc, tu vois, on arrive toujours à cette conclusion. Voilà, donc c'est vraiment cool. Les amis, ça nous fait 1h18 quand même de podcast, parce que bon, il faut savoir que Alex est quand même quelqu'un d'extrêmement pris, donc il nous a accordé ce temps, et c'est vraiment cool. Et surtout, soyez reconnaissants qu'il est accordé à vous, les auditeurs, d'accord ? Donc, en fait, dans la description, vous pourrez retrouver tous les liens vers
les réseaux de Alex, les pages, les chaînes YouTube. Donc je vous invite fortement à s'abonner à sa chaîne YouTube aussi, parce qu'il va y avoir du contenu très prochainement de très bonne qualité. Vous pouvez suivre aussi la page de The Electric Baroque Quartet, d'accord, et la chaîne YouTube. Voilà, et vous avez les dates, donc elles ont été données. En cas, je demanderai à Alex qu'il me fasse un petit copier des dates pour que vous les ayez, puisqu'en fait la sortie du podcast va coïncider avec les dates, avec ces dates de concert. C'était un peu le but aussi. Alors les amis, là c'est un petit appel à l'action supplémentaire vis-à-vis du podcast. Donc vous allez nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Voilà, directement, voilà, vous cherchez pas à comprendre, vous nous laissez un commentaire. Si vous voulez nous laisser un truc si vous voulez qu'on fasse un épisode sur les élèves X-Men, il n'y a pas de problème, vous nous le mettez en commentaire. On le fera si jamais il y a assez d'évaluations. On va se dire, Cyril, qu'on attend les 100 évaluations iTunes de 5 étoiles. Ok, ça marche. On est à 17 aujourd'hui. Ah, c'est pas mal. Je suis vraiment content. Donc, je tiens à remercier énormément Alex qui nous a fait le plaisir d'être là avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un super épisode, super enrichissant c'est clair. pour nous. Je trouve que c'était très vachement stimulant aussi. Ouais, ça donne des idées. Moi, ça me donne plein d'idées, plein d'envie. Pareil. Quel genre d'envie ça te donne, Cyril? On en parlera en off. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Je suis bien content d'avoir passé ce moment avec vous et j'espère que les choses qu'on a partagées intéresseront les auditeurs, quoi. Ah bah oui, non mais c'est sûr, parce que moi à un moment donné je me suis calé en mode auditeur, quoi, je vous le dis. Moi aussi, il y a des moments, t'écoutes, t'as envie de te prendre un petit café, et puis voilà, te dire allez-y les gars, allez-y, je vous écoute, quoi. Donc voilà, je suis vraiment très content de l'épisode. Ben, sur ce les gars, je vous dis à bientôt. Et puis bonne continuation. Donc tout est dans les liens dans les descriptions et de toute façon sur la page Facebook lorsqu'on publiera en fait le post de l'épisode, vous aurez tous les liens aussi vers les pages de Alex et tout ça. Voilà les gars, je vous dis à plus. Bye bye. Bye. Salut. Ciao.